Et bienvenue tout le monde, nouvel épisode d'Actu Streaming avec aujourd'hui un film d'animation japonais qui s'appelle Maboroshi. Et comme d'habitude, on va commencer par la petite fiche technique pour introduire le film. J'ai aussi été regarder le titre original, je ferai pas l'affront d'essayer de le prononcer en japonais, mais le titre original du film c'est, si on le traduisait, ça donnerait quelque chose comme L'usine à illusions d'Alice et Thérèse. Alors, je sais pas qui est Thérèse. Si quelqu'un en commentaire sait à quoi ça fait ref, je n'ai absolument pas la ref. Alice, c'est Alice au Pays des Merveilles, a priori. Oui. L'usine à illusions, on voit très bien ce que ça veut dire dans le contexte du film. Mais alors, qui est Thérèse ? À la réalisation et au scénario, fait assez notable, nous avons une réalisatrice et scénariste. Il n'y a pas forcément énormément de réalisatrices d'animés au Japon, il y en a quelques-unes, mais c'est à noter. Elle s'appelle Mari Okada, et elle avait déjà fait un premier long métrage en tant que réalisatrice qui s'appelait Makia. À la production, alors le studio qui s'occupe de l'animation est quand même un très bon studio japonais qui s'appelle MAPPA, qui s'est fait connaître notamment via l'animé Kids on the Slope, et ensuite ils ont aussi fait Yuri on Ice, ceux qui font Jujutsu Kaisen et ceux qui font l'Attaque des Titans saison finale. Donc quand même gros studio d'animation derrière ce film, et c'est en coproduction avec la Warner Bros Japon. À la musique, nous avons Masaru Yokoyama qui a fait notamment la musique des séries Mashle et du reboot de Lamu. À la photographie, alors intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de photographie en termes d'animation en général. Et en fait, le poste très précisément dans le générique, c'est screen designer, mais IMDb l'indique comme directeur de la photographie. Donc ça m'a intéressé, c'est Yusuke Tanawa. Et c'était le responsable des effets spéciaux sur le film d'animation Mutafukaz. C'était une coprod France-Japon. Et il a aussi fait l'opening du jeu vidéo Persona 5 Royal. Au montage, nous avons Ayumu Takahashi, qui a travaillé sur des trucs un peu maudits, tels que Akiba Maid War et le live action de Kiki la petite sorcière. Donc voilà. Et alors, au cast sonore, je vais dire les deux personnages principaux. J'ai pas trouvé les noms pour la VF, mais donc pour le cast japonais, on a Junya Enoke et Rena Ueda. En seiyuu, puisque les doubleurs japonais s'appellent des seiyuu. Voilà, c'était pour la petite fiche technique. On est sur Netflix, et Nam, je te laisse faire le pitch. Quelle est cette usine à illusions qui est Alice et qui est Thérèse ? Ah, l'usine à illusions. L'usine à illusions, on va le voir très vite. Ça peut faire référence à deux choses. Il y a effectivement une usine dans la ville où il se trouve. Et d'ailleurs, au début du film, parce qu'on peut parler de ça, au début du film, on a quatre jeunes japonais dans les débuts des années 90, je crois, qui sont en train de faire leurs devoirs, et il y a une explosion qui retentit à l'extérieur. C'est l'usine, la fonderie locale qui a pris feu, et il se passe un espèce de flash bizarre, et ils repartent, donc c'est pour ça qu'on voit une horloge, ils repartent quelques instants en arrière. Voilà, effectivement, le temps va avoir une grande importance. Voilà donc les quatre amis qui sont gentiment en train de faire leurs devoirs comme les ados qu'ils sont. Et effectivement, cette explosion qui aura des effets assez importants, puisque le ciel va, comment dire, se fissurer, quoi. C'est ça, ouais, le ciel se fissure, et des espèces de fumerolles qui ressemblent à des dragons asiatiques qui s'échappent. D'ailleurs, là, vous pouvez en voir un au milieu, si vous regardez bien. Il y a une tête de dragon. Alors, il faut un peu d'imagination, mais c'est ça. Et en fait, très rapide. Et donc, après cette séquence de début, on va comprendre qu'il se passe un truc bizarre dans la ville, qu'il s'est passé quelque chose. Tout le monde est au courant qu'il s'est passé quelque chose. Et le film va mettre un peu de temps à nous dire quoi. Ouais, alors ça, c'est très intéressant de commencer par là, parce qu'effectivement, il s'est passé un événement qui a des conséquences sur le monde, et ces conséquences-là vont pas être connues tout de suite. C'est-à-dire que le film, vraiment, ne nous dit pas très clairement ce qui se passe, et c'est petit à petit qu'on va comprendre les règles de fonctionnement du monde. Est-ce que tu veux qu'on parle déjà d'emblée de l'aspect graphique du film ? Déjà, est-ce qu'on peut dire que quand même il y a un certain soin qui est apporté au décor ? C'est quand même plutôt pas mal. Les décors, les effets visuels, même toutes les déplacements des personnages, juste des petites scènes comme ça où ils sont assis à faire des trucs, ça bouge toujours, il se passe toujours quelque chose. C'est un truc qui est très travaillé. Il y a beaucoup de travail. On voit aussi sur cette image-là qu'il y a quand même un semblant de mélange de 2D et de 3D, c'est-à-dire qu'une partie des décors en intérieur pourrait être fait en 3D et que les personnages seraient faits en 2D. Alors évidemment, sur des écrans fixes, c'est un petit peu dur de parler de l'animation, c'est-à-dire de vraiment comment les personnages se déplacent. Chez MAPPA, ils sont pas connus pour avoir une énorme fluidité dans ce qu'ils font.
C'est-à-dire que les personnages, ça reste quand même de l'animé japonais avec quand même une certaine économie de mouvement, d'une certaine manière. Donc il n'y a pas forcément énormément d'ampleur comme on peut avoir par exemple chez Ghibli. C'est pas non plus à ce point-là, mais il y a un niveau d'animation qui se tient très bien. Et on va avoir par ailleurs un chara design qui va être relativement simple, mais efficace, puisque les personnages, on n'aura aucun mal à les identifier tout du long. Donc voilà, donc niveau graphique quand même, c'est un film qui est plutôt entraînant dès le début. Et alors donc comme tu le disais, niveau mystère, on se dit donc il y a cette explosion, il y a ces espèces de fumerolles et ce ciel brisé, et on a l'impression que les fumerolles viennent, comment dire, réparer le ciel, quoi. Viennent faire un petit peu des coutures, quoi, d'une certaine manière. Donc moi, au début, ce que je me suis dit, c'est, tiens, est-ce que c'est une métaphore du réchauffement climatique, de la pollution? Mais en fait, pas vraiment. On part pas vraiment là-dessus. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est une des pistes auxquelles on pourrait penser, parce qu'en effet, bon voilà, l'usine qui explose, par rapport à l'histoire du Japon, le Japon référence beaucoup son histoire et son histoire proche. Et récemment, ils ont encore eu des petits problèmes avec une usine, qui en plus a eu des conséquences sur l'environnement et tout. Et aussi sur les gens qui habitaient autour. Et c'est vrai que là, on aurait pu partir là-dessus, et en fait, non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que y a une ellipse qui se passe après cette séquence, dont on ne sait pas combien de temps. Le film ne nous le dit pas. Ils vont mettre pas mal de temps avant de nous le dire, combien de temps il s'est écoulé, en fait, durant cette ellipse. Et on sait qu'ils sont coincés, qu'ils peuvent pas sortir. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit assez vite. C'est la deuxième partie, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à cette série Under the Dome, quoi. On se dit finalement, il y a une espèce de dôme qui est venu sur eux, ils peuvent pas sortir de la ville. Ça, c'est la première chose qu'on comprend. Mais bon, après, de toute façon, je pense que pour les besoins du fait qu'il faut qu'on parle du film, il va falloir quand même qu'on révèle assez vite les trucs. Donc, il s'avère qu'en fait, l'ellipse, c'est pas genre quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, c'est plusieurs années, c'est genre 10 ans. Ouais, sauf que les personnages n'ont pas du tout grandi, n'ont pas du tout évolué. Donc c'est ça le mystère auquel on a affaire, et on va vite comprendre qu'en fait, la ville est en quelque sorte bloquée dans le temps. En tout cas, c'est pas comme une boucle temporelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réinitialisée chaque jour, puisqu'ils gardent leurs souvenirs et il y a quand même des évolutions qui se passent au sein de la ville. Mais par exemple, les jeunes adolescents ne grandissent plus, ils sont bloqués dans cet état-là. Et d'ailleurs, on va comprendre dès les premières séquences après l'ellipse que le thème du film en réalité, et la métaphore sans doute du film, va être sur le sujet de l'adolescence. On va voir donc là les 4 garçons qui commence à regarder les filles, hein, ça c'est le début. Et notamment, on va voir ce personnage qui a les cheveux un petit peu longs au milieu, là qui est un petit peu dans le fond, qui va être notre personnage principal qu'on va suivre, et qui, notamment, chaque jour, note dans un carnet ce qui lui est arrivé dans la journée, en parlant de lui à la 3e personne. Et on va entendre les passages de ce carnet en voix off. Donc, quelque part, il raconte sa propre histoire, quoi, d'une certaine manière, comme s'il était le narrateur, quoi. Oui, c'est ça, et puis ça donne un aspect introspection au personnage, nous permet de comprendre sa psyché. Et ça sert aussi de construction à cet univers, parce que les personnages ne sont pas seulement figés dans le temps, même si c'est un peu spécial, vu qu'en effet ils grandissent pas, mais le temps s'écoule quand même, mais du coup ils sont quand même figés dans le temps. On comprend qu'il y a aussi un truc avec les saisons, que les saisons ne changent plus, qu'il n'a pas plu depuis l'événement par exemple, et que s'il note des choses, c'est parce qu'en fait l'idée c'est que les choses ne doivent pas changer, les choses doivent toujours rester telles qu'elles sont. Il y a une espèce de secte bizarre, on sait pas trop, c'est un truc, au début on sait pas trop, c'est un truc gouvernemental, on sait que ça correspond tout le monde dans la ville, une espèce d'organisation un petit peu qui s'est fait pour s'assurer que tout le monde reste comme il est toujours, parce que, et ça on va le voir très rapidement aussi, qu'est-ce qui se passe si jamais les gens changent trop? Et par changer trop, en fait, on se rend compte que c'est si jamais ils ont le cœur brisé. Sachant que bien entendu, si se passe rien dans ta vie, tu risques pas d'avoir le cœur brisé. Si tu fais pas de nouvelles rencontres, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais voilà, si les gens ont le cœur brisé, il s'avère qu'ils se retrouvent eux-mêmes brisés. Comme les fissures qu'on voit dans le ciel, les gens se retrouvent fissurés. Et les dragons s'attaquent à eux et les font disparaître. D'ailleurs, j'ai une scène un petit peu après. Alors, il y a un autre élément qui va être très important dans l'histoire. C'est que notre personnage principal, donc ici Masamune, et un autre personnage, donc une jeune fille qui s'appelle Mutsumi, vont rencontrer dans les abords de l'usine
une jeune fille qui semble, elle, ne pas obéir aux règles de ce monde, et qui est une sorte d'enfant sauvage, on pourrait dire ça un peu comme ça, en tout cas. Ouais. Et donc là, c'est ça, l'enfant sauvage qui saute sur Masamune. Et alors, cette histoire d'enfant sauvage, alors au début, c'est ce qui vient un petit peu te relancer dans le film. Parce qu'on parle quand même jusque-là d'une histoire de gens qui se font chier. Hein. Rien peut changer, du coup ils s'emmerdent, du coup ils passent leur temps à faire des conneries. Donc, ce qu'on peut dire aussi Voilà. tout de suite, c'est que la métaphore qu'on a finalement, l'ennui, le temps long, cette espèce de temps qui s'étire à l'infini, donc tout ça est une métaphore des tourments adolescents, notamment comme tu l'as dit, quand ils se brisent, quand ils ont des grandes émotions qui les submergent. Et là, donc à l'image, nous avons donc le personnage féminin Mutsumi. Oui, personnage féminin de Mutsumi, personnage féminin de Mutsumi qui est caractérisé par le personnage en voix off comme étant la personne qu'il déteste. On va voir qu'en vrai il la déteste pas. Hein. C'est un Et enemies to lover, comme on dit en romance. Ouais, voilà. Voilà. Mais oui, alors, je veux juste revenir sur cette histoire d'enfant sauvage. Ouais. Donc ouais, c'est ce qui vient te relancer dans le film. Par contre, cette histoire, elle est très bizarre. Oui. Dans les thèmes, dans ce que ça apporte dans le film, dans le traitement, c'est chelou. Le truc, c'est que à ce moment-là du film, on sait pas combien de temps il s'est écoulé. Et là, Itsumi, du coup, vu que c'est le nom de l'enfant sauvage, Ouais. quand on la découvre, c'est en mode, on sait pas d'où elle vient, on sait pas depuis combien de temps elle est là, elle a pas l'air de savoir parler, ou alors très peu. Elle est étrangère à ce monde, etc. Et plus tard dans le film, on apprend qu'elle est arrivée genre quand elle avait 4 ans et qu'ils l'ont laissée dans cette usine abandonnée parce qu'il y a le fou du village, là, c'est le mec qui a les bras levés, qui est un illuminé qui leur a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est même pas le pire c'est que nos deux personnages principaux, donc Mutsumi et je sais plus comment il s'appelle, le héros, Masamune. Masamune, et ben en fait il s'avère, alors oui bon, je vais tout révéler, hein. Il s'avère qu'en vrai, bon, les personnages qu'on suit dans ce monde-là, ils sont tous morts, et mais, ou plutôt c'est cette époque-là qui est morte, qui est figée dans l'espace d'instant, parce que leur version, eux, de eux, sont encore en vie. Et ils sont mariés, et ils ont un enfant, et cet enfant c'est Itsumi. Itsumi qui, en grandissant dans l'espèce de monde encapsulé de cette époque révolue, tombe amoureuse de son père quand il est jeune. C'est très bizarre. Voilà, alors ça c'est intéressant. Je vais juste avancer un petit peu dans les images. Donc effectivement, ça c'est pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure. Les personnages peuvent se briser eux-mêmes quand ils ont de trop fortes émotions, ce qui explique que Itsumi, elle, est enfermée un petit peu dans cette usine. Très beau d'ailleurs. Oui. Et qui est vraiment qui sont très poignants aussi. Voilà. Et au début, donc, Mutsumi, donc la jeune fille, s'occupe d'Itsumi dans cette usine, et Masamune va finir par l'aider, mais Masamune, lui, ne veut pas que cette jeune fille reste enfermée dans l'usine et va l'aider à sortir. Et effectivement, quand elle sort, on va se rendre compte que, donc, sous la bulle, et derrière les éclats, qui se prononcent davantage quand elle sort, etc., il y a effectivement, le monde a continué de tourner. Donc en fait, de la métaphore initiale, qui était une métaphore du tourment adolescent, on a aussi une autre métaphore qui vient s'ajouter, aussi un niveau de lecture, on pourrait dire, qui est effectivement cet enfant qui grandit dans une espèce de bulle un peu figée, où elle est témoin de la naissance de l'amour entre ses parents. Et on peut se demander à quel point ce monde-là, en fait, pourrait être la construction mentale de cet enfant, quoi. Et notamment... que les petites filles soient amoureuses de leur papa et que les petits garçons soient amoureux de leur maman, c'est un passage de l'enfance. Avec ici, effectivement, le décalage qui fait qu'elle a grandi, et donc, donc c'est ça qui donne le côté un peu étrange, on va dire, Oui. à l'histoire, quoi. Un des thèmes du film, c'est que pour Itsumi, parce que bon, tous ils vont avoir nos 3 personnages principaux en tout cas vont, tu disais voilà, c'est la fin de l'enfance, etc. Donc ils vont avoir une évolution. Et pour Itsumi, en fait, c'est son premier chagrin amoureux, qui est pour son père. C'est pas parce que Retour vers le futur l'a fait que tous doivent le faire. C'est bon. C'est-à-dire que, effectivement, quand c'est dans un enfant de 4 ans, et que l'enfant dit « Ah, je suis amoureuse de mon papa », bon, tu te dis « Bon, c'est un truc d'enfant, et puis ça passe, quoi ». Et il y a aussi un truc de passage comme ça, donc il y a un truc de passage à l'âge adulte, et il y a aussi un truc de passage de la petite enfance à l'enfance
on pourrait dire l'âge de raison, on pourrait dire ça un peu comme ça. Mais sinon, voilà, à part, parce qu'on peut le voir comme depuis tout à l'heure avec les images que tu mets, à part voilà, ces thèmes un peu bizarrement amenés parfois, bah c'est très beau, c'est super beau. Le film, visuellement, il claque, les effets de lumière et tout, c'est vraiment quelque chose. Le film, effectivement, va essayer d'avoir une espèce d'ampleur mélodramatique. Et alors, moi, ça m'a fait penser, c'est assez immanquable, et je pense que c'est la référence du film, et c'est pour ça qu'il a été produit. C'est-à-dire que c'est le style un peu de Makoto Shinkai sur Your Name, typiquement. C'est-à-dire, Your Name, on va avoir deux personnages, une romance, une espèce de phénomène, que ce soit dans Your Name ou dans Les Enfants de la Pluie, d'ailleurs. C'est pas Les Enfants de la Pluie, comment ça s'appelle? Attends. C'est les enfants du temps. Les Enfants du Temps, pardon. Sachant que le temps, là, c'est le temps, mais le temps... pas le temps qui coule, le temps qui fait pleuvoir. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Les Enfants de la Pluie, qui est un autre film d'animation très sympa par ailleurs. Et donc du coup, on a une inspiration comme ça, où la dimension fantastique de l'œuvre va venir rajouter un côté épique à cette espèce de tourbillon de sentiments, que ce soit des sentiments amoureux ou des sentiments plus liés à un récit initiatique ou d'apprentissage. Mais dans Makoto Shinkai, là aussi ça marche, parce qu'ils sont deux. Il n'y a pas d'histoire de triangle amoureux. Alors, c'est vrai que là, l'intrigue, elle est très complexe, et tu l'as dit aussi au début. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans le film, c'est-à-dire que si ça avait été une série américaine, on nous aurait très clairement posé d'emblée les mystères et les enjeux. C'est-à-dire, qui est cette jeune fille sauvage, pourquoi elle n'a pas le droit de sortir, pourquoi le monde est figé dans le temps, poser toutes les questions. Finalement, les personnages des fois se demandent s'ils vivent dans une simulation ou pas, mais c'est pas amené dès le début, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas du tout de build-up sur le mystère. C'est-à-dire, c'est même en fait le film répond à des questions qu'on n'a même pas forcément encore eu le temps de se poser, et ça donne un sentiment assez étrange quand on regarde le film, puisque c'est une narration qui est un petit peu à l'inverse des canons des séries américaines. En un sens, c'est ce qui fait que c'est intéressant à regarder, parce que on a quand même des surprises dans le film. On se dit, tiens, mais en fait, le monde il fonctionne comme ça, tiens, mais en fait, il se passe ça, j'y avais pas pensé. En revanche, c'est ce qui peut faire aussi qu'au début, on a un petit peu du mal à s'accrocher. Et à se dire, en fait, finalement, c'est juste des ados qui s'ennuient. Et ce contexte fantastique, on voit pas trop, finalement, ce qu'il vient apporter. Et au fur et à mesure, il y a comme des couches qui s'empilent. Et pour moi, le film, quand même, devient de plus en plus intéressant à suivre. Même si une fois que tous les mystères sont révélés, bon, l'enjeu, ça va être d'essayer de faire sortir la petite fille qui a grandi, cet enfant sauvage, et de la ramener dans son monde d'origine, qui est le monde qui a continué d'évoluer. Mais après, voilà, comme on disait au début, après l'ellipse, on suit des gens qui s'emmerdent, mais du coup, qui donne une lenteur, une lenteur mélancolique au film, qui marche très bien, parce que voilà, on parle d'un endroit encapsulé et figé. D'ailleurs, voilà, on parlait d'écologie et tout, du coup, je peux revenir là-dessus. Moi, je me suis dit, parce que le film, c'est une usine qui pète. Du coup, en fait, il n'y a plus l'usine et il n'y a plus la ville autour. Au moment donné, elle a beaucoup changé. Mais cette époque où l'usine existait encore, etc., est encapsulée dans une période de temps. Moi, ça me fait penser, je me suis dit, par exemple, des endroits comme Fukushima. Techniquement, c'est genre Fukushima, mais Fukushima avant le drame. Avant que la nature prenne ses droits, avant qu'il n'y ait plus personne, le Fukushima de l'époque, comme s'il était encapsulé. Donc ça peut rejoindre aussi l'écologie et les questions climatiques aussi par ce biais-là. Parce que une des questions auxquelles le film... parce que si c'était l'au-delà, tel qu'on l'imagine, tous les gens ils seraient morts. Sauf qu'on a la confirmation qu'au moins 2 personnages principaux ne le sont pas. Qu'ils ont continué à grandir et qu'ils ont eu un enfant et qu'ils ont perdu leur enfant, voilà. Du coup, c'est pas un au-delà auquel on a l'habitude de penser, mais c'est vraiment comme une photographie en noir et blanc, une vieille photographie d'une époque révolue, mais qui aurait continué à vivre de son côté. D'ailleurs, c'est un petit peu évoqué dans le film, c'est-à-dire on a parlé tout à l'heure du personnage qui va être le personnage un peu... qui a été rendu fou par la situation. Lui, on va comprendre que dans le monde réel, il est probablement mort d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a intérêt à ce que ce monde subsiste éternellement. Et lui explique que l'explosion de cette usine est une espèce de malédiction, et qu'il faut une malédiction des dieux, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a quand même une dimension un petit peu religieuse dans son discours. En tout cas, lui l'habille de spiritualité pour expliquer ça. Et à côté, on va voir le grand-père du héros,
qui lui va expliquer effectivement à un moment, alors c'est juste un dialogue dans le film, mais il va dire pour moi ce film-là c'est comme si on avait voulu préserver cette époque d'une certaine manière et continuer à la faire vivre, et lui il voit ça plutôt comme quelque part une sorte de miracle, quoi, plutôt quelque chose de bénédiction. Donc il y a une ambivalence entre les deux pour savoir si ce qui leur arrive est quelque chose de terrible ou quelque chose de très positif. Donc il y a aussi un petit questionnement moral autour du phénomène, on va dire ça comme ça. Par contre, alors d'ailleurs, ouais, ce personnage là de chef de village. Ah oui, il y a toute une intrigue autour du père aussi qui a disparu. Enfin bref. Oui, le père a disparu et il est élevé par sa mère et par son oncle, et l'oncle était avec l'espèce de fou du village, etc. Là, sur cette image-là, on les voit dans le... Alors, évidemment, plus le fil, en fait, il y a une espèce de... Comment dire, pas une sorte de fil, mais plus l'enveloppe autour du monde craquelle, plus ils peuvent voir ce qu'il y a au-delà du monde, et donc les deux héros vont se voir et vont voir qu'effectivement ils ont grandi et se sont mariés. Oui, et aussi, alors... Si on est du côté de la métaphore adolescente, c'est un peu, leurs sentiments commencent à éclore, donc forcément ils vont peut-être s'imaginer et se projeter dans un futur, et donc ça pourrait être ça qu'ils voient au travers. Et si on prend l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté de la petite fille qui les voit, c'est la petite fille qui, elle, s'imagine ses parents dans le passé, quoi. Donc ça fonctionne dans les deux sens, et d'ailleurs on a dit tout à l'heure que donc ça s'inspirait un petit peu de Alice au Pays des Merveilles, c'était dans le titre, hein. Et Alice au Pays des Merveilles, donc ce serait plus la petite fille qui regarde le monde du passé, ou qui tombe dans le monde du passé. Et il y a une autre référence, alors que je ne connais pas trop pour le coup, mais j'ai trouvé cette info-là. Alors c'est peut-être là d'où vient la fameuse Thérèse, mais j'ai pas trouvé l'info non plus. Et c'est une nouvelle de Ursula K. Le Guin, qui notamment a écrit Les Contes de Terre-Mère, donc qui est une autrice occidentale, mais qui est très populaire au Japon. Et cette nouvelle s'appelle Ceux qui partent de Mélas, et qui parle d'une ville figée dans le temps. Donc il y a aussi ce côté-là. D'accord. Donc en fait, c'est un peu ces deux inspi-là qui ont, comme si elles étaient entrées en collision, et auraient créé un monde comme ça à double entrée et à double interprétation. Également, donc les sentiments entre les personnages, l'histoire d'amour est quand même assez importante, et ils vont finir par se rapprocher, hein, enemies to lovers comme on disait. Et il y a une très jolie scène d'hiver où finalement ils vont tomber l'un sur l'autre et se faire un câlin tout mignon. Et briser notre petit cœur parce que c'est adorable. Enfin, c'est adorable jusqu'au moment où tu te rends compte que la fille est en train de les mater. Il y a toujours un. En fait, c'est ça. C'est vraiment. Il y aurait eu juste ces deux-là. On serait dans un Makoto Shinkai. Mais vu qu'il y a la fille en plus, il y a un côté un peu chelou qui se rajoute. Et alors c'est marrant parce que tu dis côté chelou et c'est marrant parce que bon, je pense qu'on en reparlera dans la conclusion. Mais moi, c'est le côté un peu bizarre justement du film qui fait qu'il est pas facile à appréhender et qui. En fait, ça pose plein de questions, quoi. Tu te dis, et qui fait que tu essaies de comprendre comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'on essaie de représenter finalement. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a stimulé finalement. Parce que ça aurait été qu'une histoire d'ado, une espèce de bluette adolescente, ça m'aurait pas beaucoup intéressé. Et en fait, c'est un petit peu moi ce qui m'a capté. Toi, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui t'a cringe. On peut dire ça comme ça. Oui. Hein. Voilà. Oui, moi j'avais pas besoin de ça en plus. Hein. Ouais. Tu me faisais un Makoto Shinkai, j'étais content. Hein. C'est ça. Ah oui, tu parlais un petit peu voilà, du côté. Américain et tout, mais il y a quand même un côté qui est très américain dans ce film, c'est que t'as quand même le fou du village qui devient le chef durant l'apocalypse. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même des inspi de toutes les séries américaines de phénomènes qu'on a pu avoir, notamment à la suite de Lost, hein. Parce qu'en fait, quand Lost est sorti, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte sur les séries télévisées américaines, Lost, c'est la première série qui est sortie et qui reprenait une dimension un petit peu plus feuilletonnante, où vraiment tu suivais les histoires au fur et à mesure, alors que toutes les séries, tu pouvais un peu regarder les épisodes dans le désordre, ça n'avait pas grande importance. Et c'était centré autour d'un mystère et d'un phénomène qu'il fallait élucider. Ouais. Et après, il y en a eu tout un tas. Il y a eu Wayward Pines, il y a eu Under the Dome, il y a eu énormément de succès d'années de ça. Et ce film, à mon avis, s'inscrit un petit peu dans cette tradition-là aussi. Ou même, il y a eu toute une mode de gens, de villes piégées. Oui, voilà. Parce qu'en fait, l'intérêt, on en a déjà parlé, notamment dans le Cercle des Neiges. Alors, pour dire que le Cercle des Neiges ne le faisait pas forcément, d'ailleurs, c'est... en enfermant une ville ou en enfermant une communauté dans un lieu, on parvient à recréer la société en petit. Et comme on recrée la société en petit, ça permet de parler de la société en général, quoi. Donc ça, c'est une méthode narrative assez classique. Du coup, on va arriver vers la fin du film. Alors là, oui, on voit quand il y a un flashback. C'est ça. Donc la petite fille était avec ses parents. Elle s'est enfuie. Elle s'est retrouvée dans un train. Et pendant l'explosion, le train est arrivé dans la ville.
Et donc du coup c'est comme ça qu'elle est arrivée. Et donc eux vont élaborer un plan pour essayer de la faire sortir par le même train et de la faire passer à travers les fissures pour la faire revenir dans le monde réel. Mais tu vois, genre, Attends, je suis désolé, mais je reviens comme dessus. Cette histoire du fou du village. Oui. Pendant le film, la seule explication des gens, c'est non, mais c'est notre pote. Tu fais non, mais. Merde. Bah fais-le quoi, parce qu'il est insupportable. Genre, je sais pas, ton pote, il enferme des gamines dans des usines et vous dites rien. Oui, et puis c'est pas le pire, puisqu'après il va vouloir se marier avec la dite gamine, j'ai mis une image par la suite. Oui, et au final, quand même, voilà, faut quand même le dire, la fille va aussi servir du catalyseur à l'appel du changement. C'est-à-dire que quand toutes ces personnes vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vieillit et pas eux, ça va aussi leur rebalancer en pleine gueule alors que leur situation est pas normale, et donc ça va... En fait, c'est ça, on va voir des gens qui se faisaient chier, qui font des mental breakdowns. Ouais, surtout les adolescents qui sont vraiment... Ouais. C'est là où on se rend compte aussi que l'adolescence est un moment, ou l'enfance même de manière générale, est une espèce de forme de prison, que ce soit une prison familiale ou une prison des institutions comme l'école, etc. Et le personnage principal arrête pas de dire, mais moi, en fait, j'ai envie de suivre mes rêves, de voir le monde, d'aller à l'université, d'évoluer et d'avoir de nouvelles choses. Être bloqué, finalement, pour lui, c'est vraiment une souffrance énorme d'être bloqué dans cette situation-là. Et c'est un sentiment qu'on peut avoir à l'adolescence, c'est-à-dire d'avoir envie que les choses aillent plus vite, quoi, d'une certaine manière. Bien sûr. Et surtout qu'à l'adolescence, bah, voilà, vous le savez, on est tous passés par là. T'as les hormones qui vont à plein régime. Et tous les sentiments sont démultipliés. Voilà. Donc voilà la fameuse scène où le fou du village va essayer de marier la jeune fille, ce qui est effectivement une scène... c'est pas du tout présenté comme quelque chose de normal pour le coup, c'est quand même présenté comme quelque chose de très malsain et très bizarre. Elle est maquillée, ça lui va du tout, parce que ce qu'il faut dire aussi sur cette petite fille dans un corps d'adulte, c'est que elle a grandi, mais... et certes aussi, elle commence à avoir des sentiments qui pourraient être des sentiments de l'adolescence, mais elle est quand même caractérisée comme une enfant par rapport aux autres personnages. Donc là, il essaie quand même de marier une enfant. À aucun moment, c'est normal. Et tu comprends aussi que c'est une enfant parce qu'elle a grandi 10 ans dans une putain d'usine abandonnée avec personne qui lui parlait. Oui, voilà, c'est ça. De l'autre côté, parce que pareil, parce que la mute Sumi, là, qui est un peu l'enfant terrible de la ville, non seulement c'est l'enfant terrible de la ville, mais en plus, elle a maltraité pendant 10 ans l'autre gamine. Bon, certes, elle s'en veut et tout, mais elle a maltraité pendant 10 ans une gamine. Oui, elle a été jolière, quoi, d'une certaine manière. Ah, mais tu vois, genre, t'aurais confié ce film à Luc Besson, il aurait fait Danny the Dog. T'aurais confié ce film à Luc Besson, le mariage avec la petite fille aurait pas été présenté de manière problématique. Oui, aussi. Voilà, c'est un autre problème, ça. Putain. Donc, va s'en suivre donc, tout un plan pour faire sortir la petite fille de la ville enfermée. Et à l'arrière-plan, dans le monde réel, il y a un festival. Et donc ça va donner lieu notamment à des passages où on va voir des feux d'artifice dans le ciel et des images de festival en parallèle. Et donc une scène d'action avec des visuels quand même qui se croisent et qui se mélangent. Et c'est quand même assez plutôt impressionnant visuellement, quoi. En tout cas, c'est plutôt prenant. C'est super beau. Et pareil, t'as tout un travail au niveau du son, parce que t'as le côté festival que t'entends en arrière-fond, les gens, la foule et tout. Et ça marche de ouf. Et il y a des trucs qui se passent partout. Dans chaque image, t'as plein de détails et tout. Même juste ce plan d'usine abandonnée, super beau. Hein. Qui est le plan de fin du film en 3D. On va voir que en fait, le temps a repris son cours. On va voir que le soleil bascule. Effectivement, moi je trouve le film est pas graphiquement, c'est pas le plus bel animé qu'on ait vu. C'est même par rapport à Makoto Shinkai ou à des films comme ça. Mais quand même, il y a une patte graphique et des intentions qui fait que ça marche très bien. Et notamment alors, ce serait peut-être aussi une réserve, mais le motif de l'usine, c'est très beau, cette friche industrielle, quoi. Toutes ces usines, tous ces trucs abandonnés dans une usine explosée, effondrée, c'est très joli. Après, c'est un motif qui est quand même un peu récurrent dans les animés japonais. C'est-à-dire qu'on a vu ça à beaucoup d'endroits. Donc c'est très joli, mais c'est pas forcément extrêmement original. C'est aussi par rapport à leur histoire. Si on voit des usines abandonnées partout, c'est parce qu'il y a effectivement des coins abandonnés au Japon. Aussi lié et abandonnés pas volontairement, hein, oui. C'est surtout ça le truc. Il y a des friches industrielles comme peut y avoir par la désindustrialisation du pays. Et aussi, il y a beaucoup de friches au Japon liées au vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'il y a carrément des quartiers fantômes où tout le monde est parti, ou même, par exemple, des hôtels abandonnés
parce que le tourisme prévoyait un développement de la population et donc de plus en plus de touristes. Et finalement, comme la population vieillit et qu'il y a une baisse de la natalité, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont aussi un peu figés dans le temps, quoi, d'une certaine manière, dans le pays, quoi. Ou des parcs d'attractions abandonnés. Mm, mm. Ça a l'air assez dingue à voir. Ouais, effectivement. Du coup, on passe à la conclusion. Je vais juste, voilà. Le film se termine bien, voilà, tout le monde rentre chez soi. Conclusion, c'était quand même sympathique, même si, bon, voilà, vous avez compris qu'il y a tout un arc qui moi, m'a un peu rebuté. Mais le film reste très beau. Ça reste de la belle animation quand même. Et voilà, c'était sympathique, mais peut-être un chouïa long, je trouve quand même. Après, fatalement, quand on nous montre des gens qui se font chier, et bah t'as tendance toi aussi à te faire chier. Mais voilà, le film, en gardant son mystère, a quand même réussi à m'accrocher. Mais voilà, j'ai quelques réserves au niveau du scénario, mais sinon c'était sympa. Moi, de mon côté, peut-être, là où je trouve le film un peu faible, comme je disais, c'est que les motifs symboliques qui sont utilisés, parce que c'est un film qui va beaucoup utiliser le symbolisme, sont pas forcément extrêmement originaux. Que ce soit le dôme, même si le dôme, le fait qu'il se fracture et qu'on voit les mondes à travers, ça donne des idées graphiques intéressantes, mais en tant que tel, c'est pas extrêmement original. Pareil, je l'avais dit, le motif de l'usine désaffectée. En revanche, le fait qu'il y ait deux niveaux d'interprétation qui se mélangent fait que ça reste quand même assez vivifiant et assez agréable à suivre pour ma part. Et je voudrais aussi pointer pour moi une qualité du film. C'est que je trouve l'écriture des personnages assez mature. Je trouve pas le film gnangnan, par exemple, ce qui pourrait être le défaut de certaines productions romantiques, notamment en animé. Et il y a une écriture de l'adolescence, et on sent qu'il y a un regard féminin dessus. Que l'introspection que vont avoir les personnages, même si le héros est un personnage masculin, est une introspection toute féminine, puisqu'en fait il a un journal intime, enfin toute féminine en tout cas dans les codes de la société tels qu'on les connaît actuellement. Oui. Hein. Attention, hein, je n'essentialise pas les choses. Hein. Notamment aussi dans la manière dont il va se présenter, c'est-à-dire il va dire la manière dont il est introduit, par exemple, ça il va dire j'ai les cheveux mi-longs, je ressemble un peu à une fille, mais moi j'aime quand même les filles, etc. Je suis pas forcément attiré par les garçons. Enfin voilà, des réflexions vraiment propres à l'adolescence et adressées quand même de manière assez frontale, quoi. Donc je pense que c'est un film sur l'adolescence qui peut plaire à des adolescents et qui trouveront écho là-dedans. Donc pour ma part, je trouve que c'est un film. Alors je sais que le film est pas excessivement bien noté sur les sites parce qu'effectivement il est un petit peu parfois un peu boursouflé, parfois un peu pas très original, parfois un peu difficile à suivre, etc. Mais je trouve que moi justement pour sa bizarrerie et le fait que justement il sorte un petit peu des carcans narratifs, c'est un film que je recommande quand même plutôt. Et je suis très heureux quand même que Netflix nous sorte des animés qui n'arrivaient pas forcément avant jusqu'à nous, quoi. C'était typiquement le genre d'animé qui restait coincé au Japon. Et ça me fait plaisir de voir une production un petit peu plus à la marge du reste. Même si ça reste un gros studio, même si ça reste... c'est pas non plus un monument de subversivité par rapport au code narratif en vigueur ou au code visuel en vigueur. Mais voilà, c'est un film qui en tout cas s'aventure dans des terrains sur lesquels d'autres films ne s'aventurent pas forcément. Voilà, du coup, est-ce que... on passe à nos recos. On va avoir des recos. Nam, as-tu une reco, toi, qui est spécialiste d'animation? As-tu un petit film d'animation de Derrière les fagots ou pas? Eh ben écoute, j'en ai même deux. Ah, mais tu as le j'ai droit. qu'une boîte. Donc le premier, je vais le citer très rapidement. C'est un film sur des jeunes qui se font chier et qui font la guerre. Ça s'appelle Pat Labor. Ah oui. Qui est très bien. Donc voilà, je vous recommande. C'est de Mamoru Oshii. Et voilà, c'est à voir pour le coup. C'est très particulier aussi. Alors, c'est encore plus long que celui-là. Hein. Il est très très long celui-là. Il y a une série de deux films. Alors il y a deux films qui sont faits par Mamoru Oshii et il y en a un troisième qui est fait par un autre. Et je sais que notamment, alors c'est des films de robots géants. Mais alors Pat Labor 2, justement, le principe c'est qu'il va pas y avoir de bagarre. Et vraiment, ça va être très poseur, très atmosphérique, et avec tout le vernis philosophique de Mamoru Oshii aussi. C'est ça. Et le deuxième, c'est un film sur des jeunes qui se font chier au lycée. Et dans les fin des années 60, début 70. Et un jour, ils se disent, et si on essayait de faire de la musique? Et puis ils font de la musique, et ils disent, c'est bien, et si on continue? Et ils ont continué, et ils ont fait un groupe, et ils vont faire un concert, et ça s'appelle Ongaku Notre Rock, et c'est vachement bien.
On est sur, alors là pour le coup on est sur de l'animation indépendante, hein, mais très 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 indépendante. Mhm. C'est-à-dire, genre il y a 10 pélos qui ont travaillé sur le film pendant 7 ans et basta. Et Et maintenant, c'est vous êtes vachement. obligé de voir ce film parce que c'est la deuxième fois que Nam le recommande. C'est vous C'est dire à vrai. quel point il aime ce film et c'est un film Mais vraiment très aimable. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Alors moi, pour mes recos, je vais parler d'un film d'animation japonais dont on a parlé tous les deux, Nam, dans la troisième rangée. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. C'est un groupe de jeunes, adolescents, et ils ouais. fuguent dans une usine désaffectée. Et ça s'appelle 7 Ah oui, jours. oui, Et c'était sympathique. on avait bien aimé. Et donc je me suis dit, voilà. Alors c'est dans un ancrage beaucoup plus réaliste que ce Mm. film-là. Mais c'est un film qu'on avait trouvé très sympa, notamment pour la modernité des thèmes, quoi. C'est-à-dire, Mm. on pourrait croire que dans les productions japonaises, on reste sur des thèmes assez sages et polis, et c'est un film qui incarne aussi le côté rebelle que a pu avoir le Oui, Japon dans son histoire, et c'est plus sur la rébellion adolescente, du coup. Et c'est un film qui marche très bien et qui était assez sympa. Il y a eu plusieurs adaptations, hein, c'est adapté d'un roman jeunesse, je crois. Et donc ça, c'est la dernière adaptation en date en animation, qui s'appelle 7 jours. Et l'autre, c'est un film français avec des ados ah, qui vivent autour du. Alors, ils sont dans une espèce de petite ville où il y a une centrale nucléaire. Et donc là, ça va plutôt parler effectivement d'éco-anxiété, mm. pour utiliser un terme à la mode que j'aime pas beaucoup. Mais... Et ce film, c'est lors de la sortie de Sébastien Marnier avec Laurent Lafitte. Et en fait, Laurent Lafitte incarne un prof qui arrive en remplacement dans cette école. Et il est avec une classe de surdoués, comme on peut dire, dans une école privée. Et en fait, le prof de cette classe s'est suicidé devant les élèves en se jetant par la fenêtre. Et lui arrive, et en fait, il va commencer à se demander si c'est pas un peu les élèves qui ont poussé le prof à se jeter par la fenêtre, avec leur méga intelligence. Et donc voilà, donc aussi un film sur l'adolescence, aussi un film sur la peur de l'avenir, etc. Et pour moi, c'est vraiment très réussi. Je vous recommande de toute façon tous les films de Sébastien Marnier. Je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs français en activité, notamment sur le versant un peu côté thriller. Je trouve que vraiment il est très très bon. Et voilà. Donc si vous êtes sur YouTube et que vous nous avez suivis jusqu'au bout, eh ben merci beaucoup de nous avoir suivis. On prend toujours un grand plaisir à parler des films qui sortent sur les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Amazon ou Apple TV, Paramount, etc. Et notamment, on essaie de parler de films qui ne sont pas forcément traités dans la presse généraliste. Et là, c'est un petit peu le cas. C'était un film, à mon avis, qui était produit pour le Japon et qui a trouvé une porte de sortie à l'international sur Netflix. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le format, parce que nous, ça nous permet de parler de films un petit peu moins connus. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et de même, bah, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Et voilà. Et ben bye bye. Tchuss. À bientôt.